Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin Recherche, épisode D de la saison 3 qui a pour but de vous exposer une extension de la correspondance de Robinson-Chested-Nuss via de la combinatoire de type A. Et aujourd'hui, on va parler du cœur de cette saison 3, j'ai nommé la correspondance de Robinson-Chested-Nuss, que je vais désormais abréger RSK parce que ça sera plus simple et plus rapide à dire. Et donc, pour pouvoir appréhender cette correspondance de RSK, il va falloir faire un petit tour des rappels. Je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil aux épisodes précédents si vous voulez en savoir davantage ou même vous amuser à avoir un petit peu plus de culture sur les différentes choses que je vais rappeler rapidement ici. Moi, je pense que ce rappel peut être suffisant pour comprendre ce que je vais raconter ici dans cet épisode, mais vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense que ça vous permettra d'avoir une vue vraiment encore plus d'ensemble sur tout ce que je raconte dans cette saison 3. Donc, dans le premier épisode, je vous ai introduit la notion de partage ou de partition d'entier, suivant si on est francophone de France ou francophone québécois. Voilà, ça a son importance. Donc, francophone québécois, on dit partage, sinon on dit partition d'entier. Donc, un partage, c'est une suite d'entiers décroissantes à support fini, donc c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'entiers non nuls qui est fini. On peut décider d'écrire tous les zéros qui se trouvent derrière ou alors d'enlever tous les zéros qui devaient s'écrire derrière et juste se contenter de considérer les entiers qui sont non nuls dans mon partage. Donc là, ici, j'ai 5, 3, 2. C'est un exemple de partage de longueur 3. Donc, je peux introduire la longueur qui est le nombre d'entiers non nuls dans ma suite et je peux considérer la taille qui est la somme des entiers qui se trouvent dans mon partage. On peut représenter ces partages à l'aide de ce qu'on appelle un diagramme de Ferrer. Alors, il y a bien sûr différentes conventions pour les diagrammes de Ferrer. Ici, j'ai décidé de prendre la convention anglaise, puisque je suis habitué à celle-ci. Bien sûr, on peut utiliser une convention française ou une convention russe. Bref, j'avais déjà discuté un peu de tout ça là-dedans. Le truc important, c'est que, en fait, un diagramme de Ferrer, c'est juste représenter sous la forme de cases, si vous voulez, le partage qui se trouve ici. Chacune des lignes en tout cas dans la représentation anglaise, chacune des lignes va être faite du nombre de cases correspondant à l'entier qui se trouve dans le partage et on fait des lignes de cases qui vont de haut en bas et qui vont être rangées dans l'ordre décroissant bien sûr, donc par rapport au partage lambda. On pourra noter que ça peut se représenter aussi comme un sous-ensemble de n étoiles carrées si on considère les coins qui se trouvent en bas à droite de chacune des cases. Donc si on fait ça, ça revient à la même chose que de considérer donc un sous-ensemble de n étoiles carrées. Donc il y a une caractérisation bien sûr assez précise qu'on peut donner des partages sous la forme de diagramme de Ferrer qui correspondent à des sous-ensembles de n étoiles carrées. Grâce à cette représentation de Ferrer, on peut aussi considérer d'autres petites choses liées à ces partages, donc des choses combinatoires bien sûr liées à ces partages, notamment les tableaux standards de Young. Donc les tableaux standards de Young, ce sont des remplissages du diagramme de Ferrer par des entiers qui vont aller de 1 jusqu'à la taille de lambda. Et ce que vous allez demander, c'est d'être croissant selon les lignes et selon les colonnes. Donc selon les lignes de gauche à droite et selon les colonnes de haut en bas. Et donc voilà un exemple de tableau standard de Young. J'insiste à ce que en fait ça doit être strictement croissant, et strictement croissant selon les lignes et selon les colonnes. J'insiste aussi que le remplissage doit être normalement de 1 jusqu'à la taille de lambda. Je pourrais considérer d'autres types de remplissage qu'on peut aussi considérer être appelés tableau standard de Young, mais vraiment la définition de base c'est celle-ci. Et après, on pourrait changer un petit peu les définitions pour se retrouver avec des partages où on demande juste à être strictement croissant selon les lignes et selon les colonnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tableaux standards de Young, très bien. Et on avait vu dans l'épisode 3b qu'il y avait moyen de faire une bijection entre les permutations de Sn, donc à n éléments, vers des paires de tableaux de Young standards de même forme. Donc ça, c'était une très jolie correspondance dont on va reparler un petit peu ici, puisque ici, on va parler d'une généralisation de cette correspondance RS. Alors maintenant, je vous avais introduit dans le dernier épisode pas mal de petites choses qui vont un peu revenir dans cet épisode-là. Alors, il y en a qui vont revenir de manière très importante, comme les tableaux semi-standards de Young. Il y en a de manière un peu moins importante, comme les fonctions de Schur et les nombres de Koska, mais je me suis dit que ça ne fera pas de mal de réécrire de quoi il s'agit. Donc, les tableaux semi-standards de Young, c'est presque comme les tableaux standards de Young. C'est la seule différence ici, c'est qu'on demande à être croissant au sens large selon les lignes.
Par contre, ça doit rester croissant au sens strict selon les colonnes. Et donc voilà un exemple de tableau semi-standard de Young, où vous voyez en effet que selon les lignes, on peut être en effet croissant au sens large. Et il y a différentes notations. Soit on peut considérer la notation où on prend vraiment tous les tableaux semi-standards de Young, soit on peut considérer des tableaux semi-standards de Young avec un poids donné, poids qui peut être donné par un partage. On avait vu, et je vais en parler d'ici peu puisque c'est lié au nombre de Koska, on avait vu qu'en fait, on pouvait donner un poids quelconque. Donc le poids quelconque ici, ça serait de dire juste le nombre de fois que j'aimerais faire intervenir tel ou tel entier dans le tableau semi-standard de Young. Mais on a vu qu'en fait, ces poids ou ces multiplicités peuvent être rangés dans l'ordre décroissant. Cela ne change rien au nombre d'éléments qui vont se trouver dans ce tableau semi-standard de Young. Très bien. Donc, on a vu également ce qu'on appelle les fonctions de Schur. Donc, ce sont des fonctions symétriques, homogènes, polynomiales. Donc, polynomiales à condition qu'on s'arrête à un certain nombre de variables fixées. Ici, j'ai écrit la formule en considérant qu'on a une infinité dénombrable de variables. Donc, c'est vraiment une série formelle que j'écris ici. Donc, ça peut se définir comme la somme des poids des tableaux de Young standard, où les poids, c'est tout simplement le produit des x indices, les images que nous avons dans notre tableau semi-standard de Young. Donc là, dans cet exemple-là, si je voulais faire le calcul, on aurait, je vais le faire ici, on aurait par exemple x1 cube, x2 carré, x3 carré, donc tac, 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 x3 carré, x4 carré, x5. Donc vous pouvez aussi le réécrire comme xi à la puissance, le nombre de fois que i apparaît dans le tableau de Young semi-standard. C'était comme ça que je l'avais défini dans l'épisode 3c, mais vous pouvez aussi le réécrire de la manière suivante. Donc ça, ce sont les fonctions de Schur. Ces fonctions de Schur sont liées à des représentations dans le groupe des permutations de Sn. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs assez sympas sur les fonctions de Schur, et bien sûr sur les fonctions de manière générale symétriques homogènes, puisque c'est très lié bien sûr à des liens coefficients racines pour les polynômes. Et puis le dernier truc dont je vous ai parlé toujours dans cet épisode 3c, c'était les nombres de Koska. Donc les nombres de Koska, ce sont les nombres de tableaux de Young semi-standard de forme lambda de poids mu. Donc mu étant simplement un partage de la taille de lambda. Je vous ai, donc comme je l'ai redit ici, vous auriez mis n'importe quelle valeur de alpha, disons alpha correspondant à un poids, où vous dites combien de fois vous allez mettre chacun des entiers dans votre tableau de Young semi-standard de forme lambda. Vous pouvez faire ça, mais en fait, il se trouve qu'on peut se ramener finalement à compter le nombre de tableaux de Young semi-standard de forme lambda avec la multiplicité qui peut être écrite sous la forme d'un partage. Où les différentes multiplicités, vous les rangez juste dans l'ordre décroissant et vous partez de 1 jusqu'à la taille jusqu'au nombre de multiplicités non nulles que vous avez décidé de mettre. Donc bref, voilà, ça c'est pour un bref rappel de ce que c'est ce truc-là, et nous avons vu notamment un exemple particulier où si je considère mu comme étant juste le fait de choisir de mettre un seul 1, un seul 2, un seul 3, jusqu'à un seul élément correspondant à l'entier, la taille de lambda, alors je me retrouve exactement avec les tableaux standards de Young, et ce nombre-là, il est connu, il est donné par la formule des équerres, qui est rappelé ici, mais si vous voulez revoir les détails, encore une fois, je vous invite à jeter un coup d'œil à des épisodes précédents, ici notamment l'épisode 3b. Et le dernier truc dont on avait parlé, c'était un lien entre les fonctions de Schur et les nombres de Koska, puisque en effet, on peut réécrire les fonctions de Schur sous la forme de combinaisons linéaires, si vous voulez, qui vont dépendre des partages mu qui partagent en fait la taille de lambda. Donc des nombres de Koska fois des fonctions monomiales. Donc les fonctions monomiales, ici quand je dis alpha est semblable à mu, c'est en fait justement toutes les multiplicités alpha qui pourront, si on décide de ranger les entiers dans l'ordre décroissant en partant de 1 jusqu'au moment où on arrive à un élément qui est nul, si on décide de faire ça, il faut vérifier est-ce que le alpha va donner la même chose que le partage mu. Voilà, c'est exactement ce que demande cette chose-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la série monomiale, le mu. Et donc on peut faire un changement de, entre guillemets, changement de base, puisqu'en fait les mu c'est une base sur l'ensemble des fonctions symétriques polynomiales. Et en fait les S lambda pareil, on peut démontrer la même chose. De degrés correspondant en fait par rapport à lambda, la taille de lambda.
Bref, voilà, ça c'est une jolie formule qui permet de lier donc ce S lambda au nombre de Coscar et ça aura un petit peu son importance pour les conséquences par rapport à la correspondance de RSK. Bon voilà, pour les petits rappels, donc bon, rappel peut-être un peu long, mais je pense que c'est important d'avoir un petit peu en tête les différentes choses que nous avons vues dans les épisodes précédents pour mieux appréhender ce que je vais raconter à la suite de ce que je vais vous dire pour la correspondance RSK. Très bien, alors qu'est-ce que la correspondance RSK? Donc aujourd'hui, je vais simplement vous parler de ce que c'est, puis de vous donner quelques petits résultats qui découlent de cette correspondance RSK. Mais vous allez voir que c'est pas si difficile, en tout cas si vous avez vu l'épisode 3B, vous allez voir que RSK, c'est quasiment la même chose que RS. Il y a quelques petites choses qui vont changer. Donc en fait, RSK, ça peut être paramétré par deux entiers, donc disons N et M. Donc ça va être une famille de bijections, exactement comme l'était RS, la correspondance de Robinson-Chested. Et ici, on va avoir cette correspondance comme partir de l'ensemble des matrices de taille n fois m. Donc vous avez n lignes et m colonnes. Voilà, c'est ça, d'entiers naturels, vers des paires de tableaux de Young semi-standards de même forme, dont les entrées sont 2 points. Donc, on va avoir notre paire. Et dans le premier élément, alors encore une fois, il ne faut pas que je me plante. Donc, dans le premier tableau de Young semi-standard ici, on va avoir des entrées qui vont de 1 à m. Est-ce que c'est bien ça? Oui, je pense que c'est ça, parce que c'est les colonnes qui comptent. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, ça va être les lignes. 1, n. Donc, ce que je demande ici, c'est donc avoir des paires de tableaux de Young semi-standard. Donc, vous avez des paires de tableaux de Young semi-standard de même forme. Donc, ça, c'est aussi très important. Et ce que je demande, c'est que les entrées qui vont se trouver dans chacun de ces partages, le premier va aller de 1 à m et le deuxième va aller de 1 à n. Bien sûr, on n'est pas obligé de mettre 1, on n'est pas obligé... bref, l'important, c'est que les entrées soient comprises entre 1 et m et de l'autre côté de 1 à n. C'est tout ce qui importe. Donc ça va être ça, la famille RSK. Et maintenant, je vais vous expliquer comment cette bijection fonctionne, car oui, théorème, ceci donne une bijection. Ce qui est clairement pas évident. Déjà, RS, bon, on a un peu plus de facilité à voir comment on peut remonter. Mais dans le cas RSK, la généralisation, là par contre, c'est un peu plus difficile à voir. Donc, on va partir d'une matrice. Je vais prendre un exemple que j'ai préparé, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans mon article, que je mets en lien en description si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Donc, je vais prendre la matrice 1, 0, 3, 2, 0, pardon, 0, 2, 1, 1, 1, 0. Donc, considérons cette matrice. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'encoder sous la forme de BIMO. Alors, qu'est-ce qu'un BIMO? Ça va être la généralisation de l'écriture des permutations. Les permutations, comment vous écrivez ça? Si vous voulez écrire la version généralisée d'une permutation, vous allez l'écrire sous la forme d'un tableau de 2 lignes, où vous allez écrire les entiers de 1 à n sur la première ligne, et sur la deuxième ligne, vous allez écrire les images de chacun de ces entiers. Bon, un BIMO, c'est une petite généralisation à ça, c'est en fait considérer des colonnes IJ, donc encore une fois, ça va être un tableau de 2 lignes, bien sûr, et vous allez considérer des colonnes IJ, et vous allez demander à ce que ces colonnes IJ soient rangées dans l'ordre lexicographique. Lexicographique au sens où vous allez d'abord comparer les I, puis ensuite vous allez comparer les J. Si les I sont égaux, vous allez comparer les J. Donc, ici, le BIMO associé à une matrice, c'est tout simplement mettre la colonne IJ autant de fois que vous avez, autant de fois correspondant à la valeur qui va se trouver à la IM ligne et à la JM colonne de votre matrice. Par exemple, vous avez une fois, vous avez un coefficient 1 qui se trouve à la première ligne et la première colonne, donc ça veut dire que vous allez trouver une colonne 1, 1. Et il se trouve que ça va être la plus petite colonne au sens de l'ordre lexicographique que j'ai mentionné juste il y a quelques instants. Puis, en fait, pour respecter l'ordre lexicographique, vous allez devoir lire votre matrice de gauche à droite pour chacune des lignes. Puis, une fois que vous êtes arrivé au bout de la ligne, vous allez passer à la colonne suivante.
Donc là, bah, vous n'avez aucune colonne qui doit apparaître 1, 2, puis ensuite vous avez 3 colonnes qui doivent apparaître sous la forme 1, 3. Donc vous avez 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ensuite, 0 colonne de 1, 2 colonnes de 2, donc je vais avoir 2, 2, comme ceci. Puis ensuite, vous avez une colonne de 3, ensuite une colonne 3, 1, et enfin une colonne 3, 2. Donc vous voyez normalement un petit peu plus ce que j'entendais par le fait d'avoir les colonnes rangées dans l'ordre lexicographique. Donc on compare d'abord les i, et une fois qu'on a comparé les i, si les i sont égaux, on doit comparer les j, et ça doit être croissant, hein, bien sûr, de gauche à droite. Très bien, et maintenant que j'ai le bimot associé à la matrice, eh bien je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai pu faire dans la correspondance de Robinson-Chenstel. Donc, même procédé. Donc c'est ce qu'on appelle des insertions lignes de Schoenstedt que pour la correspondance RS que nous avons vue, je le rappelle, à l'épisode 3b. Alors je vais faire quand même le début du calcul, je ne vais peut-être pas m'amuser à tout faire. Je vais vous donner le résultat final quand même, je vais être sympa. Si vous voulez vous amuser à faire le calcul par vous-même, voir si vous avez compris comment ça marche. Donc exactement comme je l'avais fait pour RS, je vais faire un petit tableau où je vais écrire ce à quoi va correspondre le premier partage, la première paire de mon partage, enfin le premier partage dans ma paire, le deuxième partage dans ma paire, et puis bah, ici je vais mettre les valeurs des différentes colonnes, et je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait dans l'épisode 3b, je vais mettre des couleurs. Donc on va avoir un 1, ensuite un 3, un 3, un 3, de 2, de 2, et je pense que ce sera, ouais, ce sera déjà pas mal, hein. Je vais peut-être pas m'amuser à tout faire. Et à la fin, je donnerai le résultat final. Donc, comment ça va marcher cette affaire? Eh bien, on va exactement faire la même chose que donc dans RS. On part d'un partage vide des deux côtés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des insertions lignes sur le partage P. À chaque fois qu'on va faire une insertion ligne, ça veut dire qu'on va ajouter une case, suivant certaines règles qu'on va rappeler ici. Et une fois qu'on a ajouté la case, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la même case dans l'autre partage, mais dans cet autre partage, on va l'indexer par rapport à l'autre entier. Donc on commence à regarder en fait l'entier en vert ici, donc ce qui se passe pour Y, et on fait l'insertion ligne sur le tableau P. Donc là, ici, comme je suis parti du vide, quand je vais insérer la case 1, eh bien rien ne va se passer, donc je vais me retrouver juste avec 1 ici. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, j'ajoute la même case et je vais avoir 1. Je continue, je vais avoir 3. Alors maintenant, si mon partage est non vide, je regarde la première ligne. Si 3 est plus grand que 1, ce qui est bien le cas, je vais mettre tout simplement la case 3 juste à côté de la case 1 dans la même ligne. Donc, je vais me retrouver avec 1, 3 ici. Et de l'autre côté, je vais me retrouver avec 1. Et je dois ajouter une case qui est juste à côté de cette case-là. Et je dois la numéroter de la même manière avec la même couleur ici, donc rouge. Suivant, je vais avoir encore inséré 3, là rien ne se passe de très spécial, et pareil de l'autre côté, rien ne se passe de très spécial. Pour l'instant, ça suit la même règle. Pareil pour l'étape d'après, donc j'ai 1, 3, 3, 3, et ici je vais avoir 1, 1, 1, 1. Alors là où ça va commencer à être intéressant, c'est quand je vais insérer le 2. Donc en insérant le 2, 2 n'est pas plus grand que 3. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va placer le 2 à la place d'une des entrées de la ligne de façon à garder la croissance au sens large sur la ligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre la valeur que je veux enlever, mettre la valeur que je voulais insérer, et puis cette valeur que je viens de prendre, je vais chercher à l'insérer dans la ligne d'après. Et rebelote, même question, est-ce que déjà la ligne est vide? Si la ligne est vide, vous ajoutez tout simplement l'entier. Sinon, vérifiez, est-ce que l'entier est plus grand que le dernier entier qui se trouve dans la ligne? Si oui, vous le mettez juste à droite. Sinon, vous faites exactement le même procédé. Vous l'insérez de façon à avoir une ligne croissante, puis vous prenez la nouvelle entrée que vous avez dû enlever et vous cherchez à l'insérer dans la ligne d'après, jusqu'à ce que vous arrêtez le processus. Donc là, ici,
en insérant le 2, vous voyez que là, ça ne marche pas. Donc 2 doit être inséré ici pour garder la ligne croissante. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 3 pour la première ligne. Et là, le 3 que je viens d'enlever, je vais chercher à l'insérer à la ligne d'après. Mais la ligne d'après étant vide, bon, bah, rien ne se passe de très spécial. Vous insérez tout simplement 3. Et donc de l'autre côté, vous avez une nouvelle case qui vient d'apparaître. Cette nouvelle case, vous allez la numéroter exactement par l'étiquette qui est donnée ici. Donc vous avez 1, 1, 1, 1, et ici vous avez un 2. Je refais la même chose, si j'insère à nouveau 2, vous voyez que là on a un problème, donc je vais prendre le 3 qui est ici. Donc je vais avoir 1, 2, 2, 3. Et ensuite, bah, je prends le 3 qui est ici, je l'insère à la ligne d'après, 3 est plus gros ou égal à 3, donc tout va bien. Je vais avoir ici 3, 3. Et bah, pour le suivant ici, je vais tout simplement avoir 1, 1, 1, 1, 2, 2. Et ainsi de suite. Voilà, donc voilà comment fonctionne la correspondance RSK, comment elle se construit. Donc le résultat final, juste pour vous le donner, histoire de, si vous voulez vous amuser à refaire le calcul par vous-même. Donc à la fin, vous devriez trouver 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Normalement, c'est 2, non, 3, pardon, ici. Sinon, ça ne marche pas. Donc 3, voilà. Et pour l'autre, vous allez trouver, donc les 1 ne vont pas trop bouger. Donc ça, c'est bon. Et après, vous avez 2, 2, 2, 3, 3. Donc voilà la paire que vous allez obtenir à la suite du calcul. Et donc, bah, RSK, c'est exactement, par rapport à ce que je viens de raconter, partir de cette matrice et vous envoyer vers la paire de tableaux de Young semi-standard qui se trouve ici. Et donc, là, c'est beaucoup moins facile, en effet, de voir que c'est une bijection. Dans le cas où on avait RS, c'était un petit peu plus facile. Pourquoi? Bah parce que là, le partage Q a pour rôle d'enregistrer les emplacements des nouvelles cases. Donc, dans le cas RS, vous aviez la chance d'avoir les entiers qui étaient rangés de 1 jusqu'à la taille de lambda, et donc vous étiez capable de dire exactement quelle était la dernière case que vous aviez ajoutée. Donc, bah, c'était assez facile de réinverser le processus, puisque vous saviez quelle était la dernière case que vous avez insérée, donc vous n'avez plus qu'à refaire le calcul à l'envers pour voir quel est l'entier que vous avez inséré au début, et vous trouvez la colonne correspondant à n, puis ensuite à n-1, etc., jusqu'à 1. Donc c'est assez facile de réinverser le processus dans le cas RS. Par contre, dans le cas RSK, bah, c'est beaucoup moins facile. Puisque là, bon, ok, vous avez deux endroits où vous avez la case 3, mais rien ne vous dit a priori laquelle des deux est la dernière case qui est arrivée dans votre calcul. Ça, c'est pas si simple à voir. Donc ça demande un petit peu plus de travail pour vérifier que ce truc-là est bien une bijection. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, parce que sinon après la vidéo deviendrait hyper longue, et ce n'est pas du tout l'objectif donc des cours recherche. C'est vraiment encore une fois de rentrer juste un petit peu un peu plus dans les détails de ce que je fais en recherche, sans pour autant vous faire toutes les preuves, parce que si je commence à faire ça, là je pense que je perds vraiment tout le monde. Bref, alors maintenant je vais vous parler juste de quelques conséquences qui sont liées au fait qu'on ait une bijection ici. Hop. Et la première conséquence, c'est ce qu'on appelle l'identité de Cauchy. Alors l'identité de Cauchy, ça va être une généralisation de l'identité de Frobenius. Donc l'identité de Frobenius, pour vous le rappeler rapidement, c'était de dire que n factoriel, c'était égal à la somme pour lambda partage de n du nombre de tableaux standards de Young de forme lambda mis au carré. Donc c'était cette formule-là qui vous permet en fait d'une manière combinatoire de comprendre une autre formule qui existait déjà en théorie des représentations de groupes, et donc là des groupes symétriques, puisque en effet ça c'est vraiment lié à des dimensions. Donc en fait ce SYT lambda là, ce nombre SYT lambda, c'est en fait la dimension de certaines représentations irréductibles que vous aviez pour votre groupe symétrique.
Donc vraiment, c'est assez spécial comme affaire. Et là, vous avez une preuve combinatoire de ce calcul. Car en effet, le calcul ici, donc déterminer des tableaux standards de Young de la forme lambda. Lambda, c'est vraiment le fait de choisir une forme lambda, ça revient à la même chose que considérer certaines décompositions en cycle disjoint dans votre groupe de permutations, donc dans les permutations que vous voulez considérer. Et normalement, quand vous prenez une représentation, vous demandez une certaine stabilité sur les morphismes de groupe que vous voulez construire vis-à-vis donc des classes de conjugaison de vos permutations. Et les classes de conjugaison sont exactement paramétrées par ces lambda-là, donc par la décomposition en cycle disjoint. Bref, ça c'était pour la petite aparté, mais vraiment ça vous donne une formule preuve combinatoire de ce résultat qui est en théorie des représentations. Et donc on peut généraliser cette identité-là sous la forme d'identité de Cauchy et donc sous la forme d'une série formelle, hein, une nouvelle fois, parce que de toute façon, vous l'aurez compris, les fonctions de Schur, tout comme d'autres types de fonctions comme les fonctions monomiales dont je vous ai parlé il y a quelques instants, sont généralement définies sous la forme de série. Et donc, série formelle en général, puisque les xi, on les considère juste comme des variables formelles. Donc là, l'identité de Cauchy, je vais juste l'écrire pour l'instant et je vais vous expliquer comment on l'obtient, cette identité de Cauchy. Très rapidement, hein, je ne vais pas écrire la preuve, mais grosso modo, la preuve vraiment suit à peu de choses près ce que je vais vous raconter. Donc, l'identité de Cauchy vous dit la chose suivante. Si vous vous amusez à faire la somme sur tous les partages lambda de S lambda x souligné fois S lambda Y souligné, vous allez obtenir le produit sur tous les indices IJ de 1 sur 1 moins XI YJ. Donc voilà ce que vous dit l'identité de Cauchy. Vous avez cette assez rigolote égalité entre ces deux expressions. Alors comment on obtient ce genre de résultat par rapport à ce que dit RSK? L'idée est la suivante. D'un côté, vous avez les matrices, et en fait, les matrices sont paramétrées par ça. Donc, le fait de dire qu'à la IM ligne et à la JM colonne, vous allez mettre un coefficient K, revient à considérer un poids pour votre matrice où vous allez avoir un xi fois yj à la puissance K. Donc la valeur de l'entier que vous allez mettre dans la matrice pouvant varier de 0 jusqu'à l'infini, vous vous retrouvez avec la série géométrique, donc la somme des xi, yj à la puissance k pour k allant de 0 à l'infini, ce qui vous donne exactement cette expression. Et le produit, c'est justement pour mettre en avant cette indépendance de choix des coefficients dans votre matrice. Donc là, c'est exactement en fait la somme des poids que vous pourriez considérer pour les matrices que vous pourriez considérer dans votre bijection. Et de l'autre côté, exactement comme on l'a fait pour RS, de l'autre côté, vous regardez ce que vous avez de l'autre côté de la bijection. De l'autre côté, vous avez des paires de tableaux semi-standards, et là, vous ne voulez pas vous restreindre avec des entrées qui vont de 1 à M et de 1 à N. Ici, grâce à, parce que là, les coefficients de matrice et tout ça, ici, je ne l'ai pas dit, mais vous considérez des matrices de taille quelconque. Donc, si vous considérez des matrices de taille quelconque, alors du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir faire le lien aussi avec des paires de tableaux semi-standards de même forme. Donc là, c'est ce pourquoi vous avez du S lambda des deux côtés. Le S lambda, je vous rappelle que c'est lié à un calcul de poids des tableaux de Young semi-standard. Donc en fait, vous faites tous les tableaux de Young semi-standard que vous pourriez faire avec un jeu de variables X. Vous faites tous les tableaux de Young semi-standard que vous pourriez faire avec la forme Y pour une forme lambda fixée au préalable. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous faites le calcul et vous allez obtenir le résultat qui est ici. Donc le produit, enfin pardon, c'est pas exactement ce que je voulais dire pour la conclusion, mais ce que je voulais dire surtout pour la conclusion, c'est le fait que vous avez un produit, encore une fois, reflète l'indépendance des choix des tableaux de Young semi-standard que vous avez ici, à gauche et à droite, ok. Et la somme par rapport à lambda, c'est exactement le choix de la forme lambda que vous voulez considérer pour vos tableaux de Young semi-standard. Donc voilà, et donc vous avez égalité grâce à la bijection mise en place via la correspondance RSK. Donc l'égalité est donnée par la bijection qui est ci-dessus. Voilà, je trouve que c'est un très joli résultat. Et pour retrouver Frobenius, ce qu'il faut faire, c'est regarder le coefficient, un coefficient bien particulier donc dans votre calcul, ça va être le coefficient donné par le produit des xi, x1 jusqu'à xn. Donc pour retrouver la formule, pour passer de lui à lui, il faut regarder le coefficient pour le monôme x1, xn.
Car en effet, le monome x1, xn, quand vous avez un tableau de Young semi-standard de forme lambda où fixez la taille de lambda étant égale à n, vous pouvez regarder le monome qui correspond à ça, et ce monome-là correspond exactement à prendre un tableau de Young semi-standard qui se trouve finalement être standard. Donc, si vous prenez ce coefficient-là, vous allez vous retrouver ici avec tous les calculs qui correspondent à x1, xn, donc exactement en fait, c'est ce produit-là, hein, donc de part et d'autre. Et ici, vous allez vous retrouver, donc là, j'ai mis x1, xn, mais il n'y a pas que x1, xn, il faut que je fasse aussi y1, yn. J'imagine qu'il y a aussi ça, il faut que je précise. Donc c'est le coefficient x1, xn, y1, yn. C'est ça que j'aurais peut-être dû dire. Donc vous regardez le coefficient x1, xn, y1, yn, c'est le produit tout entier de ça. Et si vous regardez ce coefficient-là, vous devriez trouver d'un côté cette chose-là en regardant cette formule-là, et de l'autre côté n factoriel en regardant cette chose-là. Ouf, bon, je pense qu'on y est arrivé. Bon voilà, donc ça c'est très joli comme résultat, comme premier résultat. Un autre résultat un petit peu plus énumératif, c'est par rapport au nombre de Cosca. Et on va faire aussi un exemple juste pour illustrer un petit peu les dires que je vais vous donner. Hop. Alors, une autre formule qui est liée en fait finalement à cette identité-là, c'est la formule suivante. Donc si on considère n mu nu, pour mu et nu de partage, encore une fois, donc n mu nu, ça va être le nombre de matrices de taille. Donc vous avez m, donc la taille là, c'est que je fasse pas que je fasse attention, pardon. L, le nombre de lignes, c'est L de mu, et le nombre de colonnes, c'est L de nu, un coefficient entier naturel, tel que les lignes de A sont données par mu et les colonnes de A sont données par nu. Alors, si ça, c'est pas très clair, faisons un exemple rapide. Donc, si je considère mu comme étant égal à 2, 1, et nu comme étant égal à 1, 1, 1, ça veut dire que vous devez prendre des matrices où vous avez 2 lignes et 3 colonnes. Donc, vous avez 2 lignes, 3 colonnes. Et les lignes, donc là, quand je dis ρ de A égale mu, ça veut dire que la somme des coefficients qui se trouvent sur les lignes, donc sur la première ligne, ça doit correspondre à mu 1. Donc la somme ici doit correspondre à 2, la somme ici doit correspondre à 1. Puis ensuite, pour nu, je veux que la somme ici des entiers soit égale à 1, la somme des entiers sur la deuxième colonne fait 1 aussi, et la somme des entiers sur la dernière colonne fait 1 également. Donc voilà, là, je dois déterminer les matrices à coefficients entiers naturels, telles que la somme des entrées en ligne, ça correspond à mu, et la somme des entiers en colonne correspond au partage nu. Et donc, si on s'amuse à le faire rapidement, vous pouvez très vite constater que forcément, dans chacune des colonnes, vous allez avoir un 1 et un 0 à mettre. Pas trop le choix. Et puis, après, vous voyez très vite que vous devez mettre 2 1 dans la ligne 1 et un seul 1 dans la deuxième ligne. Et donc, tous ces 1-là doivent être sur des colonnes distinctes. Vous pouvez aller très très vite pour voir qu'il n'y en a que 3 de matrices qui vérifient ça. Donc, vous avez la matrice suivante. Vous avez la matrice 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et vous avez la dernière matrice qui est celle-ci. Voilà. Donc, vous n'avez que 3 matrices de la forme mu nu. Donc, ici, n mu nu dans cet exemple est égal à 3. Et vous avez donc une formule qui lie ce truc-là au nombre de Cosca. Donc, vous avez n mu nu qui se trouve être égal à la somme des lambda partage de mu ou de nu, peu importe. Donc vous voyez que les partages mu et nu quand même ont une petite particularité ici, c'est que je demande à ce que, je n'ai pas du tout la bonne feuille sous la main, donc je demande à ce que, je demande à ce que les partages de mu et de nu soient égaux. Je pense que ça peut avoir son importance. Ouais, je pense que ça peut avoir son importance. Donc il faut que mu et nu soient des partages, disons, d'un même entier. Ici, je considère le partage de 3. Donc là, ici, c'était partage de 3. J'ai oublié de le préciser.
Et donc ici, lambda doit être un partage de n et je dois faire k lambda mu fois k lambda nu. Et donc là, si je m'amuse à faire le calcul juste pour cet exemple, encore une fois, de cette chose-là, donc je dois regarder tous les partages de 3 et je dois compter le nombre de partages que nous avons, le nombre de tableaux de Young semi-standard que nous avons par rapport à ces paramètres-là. Donc si je regarde, donc là, les différents lambda partages de 3, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, et il y a la colonne. Donc après, je vais comparer par rapport à mu, puis par rapport à nu. OK. Donc par rapport à mu, ici, j'ai qu'un seul remplissage possible. Donc je vais peut-être les faire en rouge et en vert exactement pour les distinguer. Donc pour 2, 1, bah là, il faut que je mette 2 fois 1 et 1 fois 2. Bon là, ça marche, il n'y a pas de souci, je peux faire 1, 1, 2 comme ça, pas de problème, et il n'y en a qu'un seul. Ensuite, pour ce partage-là, bah, j'ai pas beaucoup de choix. Les 1 doivent être sur la même ligne. Je ne peux pas avoir les 1 sur la même colonne puisque je dois être strictement croissant selon la colonne. Donc, je vais forcément avoir 1, 1, 2 comme ceci. Et j'ai pas d'autres possibilités. Et pour le dernier, bah là, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre les deux 1 sur la colonne qui est ici puisque je dois être strictement croissante. Donc là, il n'y a rien. Pour le suivant, donc pour 1, 1, 1, là c'est un petit peu plus simple parce qu'en fait il s'agit vraiment de calculer le nombre de tableaux standards de Young pour chacune des formes. Donc pour le premier vous avez 1, 2, 3 comme ceci. Le suivant vous avez deux possibilités, vous avez 1, 2, 3 comme cela ou 1, 3, 2. Et pour le dernier vous avez une seule possibilité qui est celle-ci. Et maintenant si vous vous amusez à calculer la somme qui est écrite ici, je vais juste effacer une partie du tableau pour pouvoir faire le calcul. Donc si je m'amuse à faire la somme pour lambda partage de 3, k lambda mu, k lambda nu, eh bien je vais me retrouver donc avec 1 fois 1, donc ouais, je mettrai les couleurs après, plus ensuite 1 fois 2, plus 0 fois 1. Donc les couleurs correspondent exactement aux différentes possibilités que nous avons calculées pour chacun des cas lambda en question. Et donc, une fois qu'on a fait le calcul, on voit en effet qu'on retrouve exactement le 3 que nous avions ici. J'ai bien fait un petit exemple pour qu'on puisse voir les choses et qu'on puisse faire les calculs jusqu'au bout sans trop être embêté par des soucis techniques ou des soucis de long calcul. Mais vraiment, cette formule est valide, peu importe l'entier n que vous prenez et peu importe les partages mu et nu que vous prenez. Et ça, c'est encore une fois une conséquence de la correspondance de Robinson-Chassaignos et plus précisément de l'identité de Cauchy, puisque en fait, il va falloir prendre des coefficients un peu particuliers pour pouvoir retrouver exactement d'un côté n mu nu et de l'autre côté cette somme de k lambda nu, k lambda nu, pardon. Et en fait, cette somme-là, si vous repensez à la formule que j'ai donnée par rapport aux fonctions monomiales, eh bien vous normalement commencer à voir comment je pourrais avoir cette expression-là, puisqu'il suffirait donc de voir en fait que se passe-t-il si je prends m mu d'un côté et n nu de l'autre. Grosso modo, c'est un peu l'idée qu'il faut considérer pour pouvoir retrouver la formule. Alors bien évidemment, dans ce sens-là, c'est un peu facile de voir qu'est-ce qu'on va obtenir, mais pour les matrices, c'est un peu moins facile. Et en fait, pour les matrices, voilà l'interprétation de l'entier que nous pouvons trouver correspondant aux coefficients donnés par m mu et n nu. Et m nu, pardon. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a d'autres trucs que j'aimerais raconter sur la correspondance RSK, mais je vais le garder pour une deuxième partie, puisqu'il va falloir que je vous parle d'un autre truc entre deux qui s'appelle l'invariant de Green-Kleitman, qui est un invariant qui peut se calculer sur des graphes, sur des remplissages de graphes. Et on va voir dans une deuxième partie ensuite de RSK qu'on peut réaliser la correspondance RSK d'une autre manière complètement différente, presque complètement différente, par rapport à ce que nous avons fait ici avec des insertions lignes de Schoenstedt.
Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode du Point Recherche. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!